Donc, la vallée de la Luzège, elle prend sa source du côté du Mont Bessou. Alors c'est le plateau de Millevaches, mais c'est juste une toute petite partie du plateau de Millevaches, c'est la partie qui retombe vers la Dordogne. La plus grande partie du plateau de Millevaches, elle regarde plus vers la Vienne. Et c'est dans ces secteurs là-bas de la vallée de la Vienne qu'on va trouver des grandes tourbières. Nous, du côté du Mont Bessou, et tout ce qui regarde vers la Dordogne, le secteur des sources de la Luzège, c'est un secteur très pentu, très escarpé, où il y a quand même quelques petits villages qui s'accrochent aux pentes. Alors on va en avoir pas mal du côté de Mémac, comme ça, des hameaux qui s'accrochent le long des puits qui retombent du plateau de Millevaches. On va en avoir pas mal à Davignac, Chavetourde, on en a à Soudeille, des petits hameaux comme ça qui s'accrochent au versant. Puis on a encore de la chance d'avoir du monde dans ces hameaux, comme en témoignent les cheminées qui fument abondamment en cette période. Alors, le secteur des sources, c'est un secteur où la Luzège, on l'a franchi d'un bond un peu svelte, mais d'un bond, on saute par-dessus. C'est un petit ruisseau qui se forme à partir de rigoles qui viennent s'agglutiner, se rassembler au pied des puits les plus élevés. Donc c'est un secteur où, bien que le ruisseau soit petit, il a creusé une vallée qui dès le début prend un itinéraire nord-sud. Alors ça c'est intéressant, cette vallée de la Luzège qui est orientée nord-sud, parce qu'elle va guider les oiseaux migrateurs. Donc à l'automne, lorsque les premières cheminées s'allument, que les feuilles roussissent, c'est le moment où passent les oiseaux migrateurs, et les plus emblématiques, c'est sans doute la grue cendrée. Voilà, la grue cendrée qu'on repère. Alors souvent, on dit entendre les oies, mais la plupart du temps, il s'agit en fait bel et bien des grues cendrées. En tout et pour tout, il m'est arrivé de voir une seule fois des grues cendrées dans la région d'Égletons, c'était au Puy de la Blanche. Toutes les autres fois que j'ai vu passer ce genre de vol, c'était systématiquement des grues cendrées, et non pas des oies cendrées. Donc là, les grues cendrées, on les voit d'un peu plus près. Alors elles font que passer, mais c'est vrai qu'elles suivent bien la vallée de la Luzège, nord-sud. Ça va les amener progressivement jusque... Enfin, ça vole à 80 km/h en migration, les grues. Donc la vallée de la Luzège, en 1 heure, elle la dépasse allègrement. Et puis, une fois qu'elles arrivent dans le secteur d'Égletons, puisque ça vole assez haut, elles commencent à apercevoir le bassin de Brive. Et quand elles aperçoivent le bassin de Brive, elles savent qu'elles sont arrivées près de leur zone d'hivernage, puisque les grues cendrées, qui ne font que survoler la vallée de la Luzège, elles vont hiverner pour beaucoup d'entre elles dans les plaines de maïs, maïsicoles, des Landes et de Gironde. Donc elles sont à 2-3 heures de vol de la Gironde quand elles sont ici. Autrefois, elles allaient plus en Espagne, sous les chênes lièges, manger des glands. Maintenant, c'est plus facile de manger du maïs. Voilà, et quand elles survolent la haute vallée de la Luzège, voilà ce qu'elles voient, hein, les paysages typiques du plateau de Millevaches, des grandes landes de fougères, avec des bouleaux, des bois assez maigres, on aperçoit des landes à bruyère, des pelouses, donc un paysage assez austère. Voilà, le secteur des sources, c'est de toute évidence un paysage assez austère, avec des étendues de résineux. Hein, on distingue les petits vallons qui commencent à marquer le début de la zone des sources de la Luzège. Et puis, quelques très rares hameaux. Là, on aperçoit à droite le hameau de la Viale, commune de Mémac. Donc, on est vraiment aux sources de la Luzège. Et l'élevage, là-bas, bien sûr, c'est l'élevage de vaches, de brebis, basé sur l'herbe, la culture de l'herbe. Alors quand l'hiver approche, ces prairies, elles jouent un rôle important parce qu'elles vont jouer un rôle de garde-manger dans la mesure où il y a pas mal de campagnols qui vivent dedans, et on va avoir, à mesure que le froid arrive, des espèces qui vont être un petit peu moins méfiantes, surtout que là-haut, du côté des sources de la Luzège, on a peu d'habitations, on a à peine 3-4 habitants au kilomètre carré là sur le plateau. Donc les renards arrivent à être assez diurnes et à prendre quelques risques pour aller chasser aux heures les plus chaudes de la journée.
Et son acolyte, que le renard va souvent croiser dans ses prés isolés au milieu des étendues résineuses, c'est le chat sauvage, autrement appelé chat forestier. Alors c'est pas un lynx, hein, mais c'est le deuxième félin sauvage qu'on rencontre en France, et c'est un chat d'un très beau gabarit. Alors on le reconnaît à son regard perçant, à la petite tache blanche qu'il a au niveau du poitrail, et puis à la grosse queue touffue et annelée, ainsi qu'à la raie noire qu'il a sur le dos. Donc le chat forestier, lui, il chasse aussi beaucoup de campagnols dans ses prairies permanentes. Et puis on a des chasseurs ailés. Donc ici, c'est ni une chouette ni un hibou, c'est un rapace diurne, c'est une buse, la buse variable, le rapace le plus commun, qui était devenu assez rare dans les années 70, mais depuis 1976, tous les rapaces sont protégés, donc interdiction de les tirer, bien sûr. Et depuis, ils ont retrouvé des effectifs assez normaux, finalement. Donc la buse variable, le rapace le plus commun. Le deuxième plus commun en France, c'est le faucon cresserelle. Et la buse, quand on la voit qu'elle est perchée sur un piquet, sur un fil électrique, en fait, elle chasse. On dit souvent la buse tourne, c'est qu'elle chasse. Non, elle chasse quand elle est perchée. Elle scrute le terrain, tout simplement, et elle attend de voir passer un campagnol à sa portée. Alors nous, on ferait la même chose qu'elle, au bout de 2 jours, on serait mort de faim. La buse, c'est pas qu'elle a des jumelles à la place des yeux, elle voit aussi gros que vous ou moi. Par contre, au niveau de la rétine, elle a, par centimètre carré, elle a 7 fois plus de cellules sensibles. Autrement dit, là où nous, on voit une masse verdâtre en regardant un pré, elle voit exactement chaque détail. Donc un petit campagnol qui va se balader entre 2 touffes d'herbe, elle va le voir, alors que nous, on ne l'apercevra absolument pas. Donc c'est simple, elle se pose, elle regarde, et elle se laisse tomber. Et elle attrape avec ses serres sa proie. Donc les prés jouent un rôle important en hiver, à l'approche de l'hiver, pour tous ces prédateurs. On a compris que le campagnol, c'était l'espèce ressource pour beaucoup de prédateurs. Et puis dans les bois, les fruits, les arbres perdent leurs feuilles, les fruits tombent. L'ambiance aussi commence à se givrer sur le plateau. On voit que les puits, bon certes, c'est pas la haute montagne, c'est pas même les monts du Cantal, mais on arrive à avoir une différence, c'est-à-dire que les sommets des puits sont quand même malmenés par le climat. Et on a des fonds de vallée qui sont un petit peu plus cléments que les sommets des puits. Donc ça va inciter là aussi les herbivores à quitter un peu la forêt, c'est ce genre de coup de froid. Donc on va trouver les chevreuils en pelage d'hiver qui font quelques excursions dans les prés autour des bois. Et puis vraiment le spécialiste de l'alimentation en forêt, lui, il rechigne à s'aventurer dans les prés, même si comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo prise à côté du village de La Viale, le sanglier n'hésite pas à aller bien sûr labourer les prairies, mais il va le faire de nuit. En journée, il est inféodé au boisement. Il peut parcourir des dizaines de kilomètres en forêt et repérer comme ça les zones de glandés, les zones où il y a des fruits forestiers dont il se repaît. Alors même chose, mais dans un style tout à fait différent, le pic et pêche. On a 5 espèces de pics qui sont communes là, dans le secteur de la vallée de la Luzège. Ici, c'est le plus commun de tous, c'est le pic et pêche. Donc un peu comme le sanglier, lui, il va se nourrir de fruits forestiers, de glands beaucoup, de noisettes, de châtaignes. Les autres pics, c'est donc là le pic et pêche. On a le tout petit pic et pêchette, il y a le pic vert, il y a le pic noir et il y a le pic marre. Alors un peu comme le pic et pêche, lui, un passereau forestier qui se nourrit de fruits forestiers, qui arrive à supporter de passer l'hiver ici, c'est le gros bec casse-noyau. Alors, les personnes qui installent des mangeoires dans leur jardin ont peut-être la chance d'avoir des gros becs qui viennent. On le reconnaît avec son bec très très massif, ses teintes orangées, c'est un très bel oiseau, sa nuque grisâtre, son miroir blanc sur l'aile, et puis son plumage très fourni qui le préserve des rigueurs de l'hiver. Alors on en a aussi l'été, mais ça devient très discret l'été. Alors les passereaux qui restent ici pendant l'hiver, ça va servir à certains prédateurs
pour se nourrir. Le prédateur vraiment spécialiste de la chasse aux passereaux, c'est l'épervier d'Europe. Alors un peu comme la buse, hein, c'est un rapace, on reconnaît à son œil très vif qu'il a une acuité visuelle très élaborée. Il a une longue queue, il a des longs doigts armés de serres recourbées qui lui servent à attraper les oiseaux en plein vol. Donc l'épervier d'Europe, assez commun, qui va se nourrir de gros becs, de pinsons, de mésanges. Voilà, donc on est toujours dans le secteur des sources de la Luzège et on continue de regarder vers l'est. Et puis ça, c'est une image qui ne trompe pas. Quand le Sancy commence à se couvrir d'une part d'une petite couche de neige et puis d'autre part d'un capuchon nuageux, ça annonce souvent que le vent d'est, le vent du nord amène le froid. Ça n'a pas manqué. Le lendemain, le plateau est couvert de neige sur des milliers d'hectares. Tout le rebord, col de la Blanche, tout le secteur là, de Davignac, Soudeille, se couvre d'une couche de neige. Et là, la seule façon que les animaux vont avoir pour survivre, bah, c'est de bien connaître leur territoire, bien connaître surtout les zones refuges. Alors ici, une espèce comme ça qui réussit à passer l'hiver ici, un passereau qui pèse une quarantaine de grammes, c'est la pie grièche grise. Alors c'est un passereau, vous avez peut-être eu la chance d'en voir, c'est un oiseau qui était assez commun dans toutes les régions de bocage en France, d'élevage, élevage extensif, et malheureusement c'est devenu une des espèces d'oiseaux les plus menacées en France, avec moins d'un millier de couples aujourd'hui. Donc c'est quasiment aussi rare que l'aigle royal comme oiseau. La pie grièche grise, maintenant, elle niche plus que sur le plateau de Millevaches, en Auvergne, un tout petit peu dans le Jura. Et il y avait un couple qui nichait il y a quelques années encore du côté de Messens, donc pas très loin d'ici. Maintenant, on arrive encore à la voir l'hiver du côté de Maussac. Donc c'est un passereau c'est un passereau prédateur, la pie grièche grise. Elle va réussir l'hiver, elle aussi, à capturer des campagnols et à survivre en se nourrissant de proies assez grosses, quasiment aussi lourdes qu'elle. Alors on l'appelle les pie grièches, elles sont connues pour capturer des proies et après les stocker, par exemple en les empalant sur des fils de fer barbelés ou bien sur des aubépines. Donc la pie grièche qui était à l'affût de quelques proies, et puis le merle noir, lui aussi, réussit à passer l'hiver ici. Le refuge que lui va chercher, c'est les vergers. Il va chercher les vergers, donc c'est important de garder ces vieux pommiers là. La commune de Darney en a encore pas mal, des zones de vergers, des pommiers, parce que toutes les pommes non ramassées finalement vont servir d'alimentation pour les grives, les merles, pendant une bonne partie de l'hiver. Voilà un endroit que vous connaissez bien, le bourg de Darney. Donc quand le plateau est couvert de neige, c'est vrai que là on descend un petit peu en altitude, on est un peu plus bas dans la vallée de la Luzège. La vallée, c'est la vallée au sens large avec tous ses affluents bien sûr. Et on a des zones refuges comme ça autour des bourgs. Donc dès qu'il y a un coup de neige, on a beaucoup plus d'oiseaux qui viennent fréquenter les abords des villages. Alors on peut se dire, un épisode neigeux au cœur de l'hiver, on ne peut pas tomber plus bas, on touche le fond, le fond des températures de l'année. Mais il y a encore un refuge du froid encore plus marqué, c'est la nuit neigeuse au cœur de l'hiver. Et bien même là, par des températures de moins 10, moins 15, les espèces réussissent à vivre et réussissent à exploiter leur milieu. Donc au cœur de la nuit froide, la chouette hulotte, elle peut chanter, on peut l'entendre chanter en toute saison. Et au contraire, elle va utiliser la vulnérabilité de ses proies, la vulnérabilité due à la neige, pour les capturer. Donc les rapaces nocturnes, eux, là encore, un bel exemple d'adaptation, c'est bien sûr l'extrême performance nocturne de leur vision, qui leur permet de repérer à la vue leur proie.
même si le premier sens que ces oiseaux utilisent pour capturer leur proie, eh bien, c'est l'ouïe. Alors, d'une part, bien repérer les proies, d'autre part, réussir à les capturer sans être repérés soi-même. Donc, les rapaces nocturnes, pour ne pas être repérés par leur proie, ont des plumes qui sont dotées d'une sorte de petite peigne duveteux à l'avant de l'aile, qui leur permet d'amortir le frottement de l'air contre la plume lorsqu'ils volent, et donc d'avoir un vol totalement silencieux. Alors, la cousine de la chouette hulotte, une autre chouette qu'on peut entendre, alors là elle est vraiment très rare, celle-là, il y a à peine une dizaine de couples en Limousin, mais il y en a dans le secteur des sources de la Luzège, c'est la chouette de Tengmalm. Donc, comme son nom l'indique, c'est une chouette qui a été découverte par des naturalistes, des ornithologues du nord de l'Europe. Donc c'est une chouette toute petite, hein, comme une chouette chevêche, à peine une vingtaine de centimètres de long, 120 grammes comme masse, et elle arrive à vivre dans les forêts, la taïga, les forêts glacées du nord de l'Europe. Alors elle a trouvé ici un climat qui lui convient. Après, il fait quand même bon vivre ici. Donc voilà une vue du haut bassin de la Luzège. Vous distinguez peut-être au milieu, alors ça ne va pas être gracieux, mais là, une butte qui vous évoque peut-être quelque chose. C'est la butte du château de Ventadour. Donc là, on voit que la vallée de la Luzège, c'est surtout un réseau d'un grand nombre de petites vallées qui convergent les unes vers les autres et qui rejoignent la Luzège. Donc ça donne une grande diversité d'endroits, un secteur très propice pour la faune, avec beaucoup de lisières. Voilà, les conditions s'améliorent, l'hiver commence à être derrière nous, et les premiers rayons printaniers se reflètent dans le plumage du grand corbeau. Donc là, on va vers des saisons un peu plus clémentes. Et là aussi, à la sortie de l'hiver, début du printemps, les oiseaux connaissent parfaitement leur territoire. Ils savent que dans ces taches de lumière, dans les endroits un petit peu plus chauds, c'est là qu'on va avoir les premières émergences d'insectes. Donc la mésange huppée, elle va venir explorer toutes ces zones un petit peu réchauffées par les premières chaleurs printanières pour commencer à se refaire une santé en vue de commencer sa reproduction. Si elle est en bonne santé, si elle est bien alimentée, qu'elle va pouvoir consacrer beaucoup d'énergie au chant, et le chant va lui permettre à la fois de s'approprier un territoire et de faire venir une femelle dans le territoire pour lui offrir des proies. Donc la fonction du chant, c'est de revendiquer un territoire pour les oiseaux, et le territoire sera d'autant plus âpre à défendre qu'il sera riche en proies. Alors voilà, une autre espèce tout à fait adaptée à son régime alimentaire, c'est le grimpereau, qui ressemble à un morceau d'écorce. Il y a deux espèces de grimpereaux, le grimpereau des bois, le grimpereau des jardins. Ils se ressemblent beaucoup. Là, c'est sans doute un grimpereau des bois parce qu'il a un sourcil blanc très net. Donc le grimpereau, lui, sa technique, c'est qu'il grimpe, comme son nom l'indique, il grimpe le long des troncs, le long des branches, il s'appuie sur les plumes rigides de sa queue, et avec son long bec arqué, il va venir chercher sous l'écorce les larves et les insectes. Donc deux espèces de grimpereaux, puis il y a une autre espèce qu'on verra malheureusement pas en photo, mais qu'on peut voir en ce moment sur la vallée de la Luzège, c'est le Ticodrome échelette, très bel oiseau qu'on appelle le papillon d'hiver. C'est comme un grimpereau, mais avec une coloration grise et rouge, avec des taches blanches. Et il a le même comportement, sauf qu'il va chercher des larves entre les fissures dans les rochers. Donc voilà, des indices qui nous montrent que le printemps arrive, les fonds de vallon commencent à verdir, les merisiers sont en fleurs, donc c'est une très bonne saison, là, le début du mois d'avril, pour voir les merisiers dans les boisements feuillus, parce qu'ils fleurissent comme le cerisier, quoi, tout blanc. Quant aux chênes, eux, ils n'ont pas encore mis leurs feuilles. C'est un peu tardif.
Voilà, autour des villages aussi, le printemps qui arrive, pas de feuilles aux arbres, mais on sent verdir les prés, les prairies permanentes. Le dégel au niveau des tourbières, des suintements, les mousses qui commencent à restituer l'eau qu'elles ont accumulée pendant l'hiver, l'eau qui va gentiment ruisseler jusqu'aux rigoles, les rigoles qui vont aller nourrir la Luzège. Donc ça va permettre au cours d'eau d'être bien fourni en eau jusqu'au mois de mai, début juin. Et puis après, ce sera l'étiage estival. Donc lorsque le paysage commence à reverdir, on a une première plante qu'on va trouver aux abords des lisières. C'est une plante qu'on a étonnamment du mal à repérer parce qu'elle est pourtant très colorée, mais elle est à la fois très colorée et très discrète. C'est l'érythrone dent de chien. Donc c'est l'une des premières plantes qui fleurit en lisière forestière. Puis voilà, là, le paysage de la vallée de la Luzège, du haut versant de la vallée de la Luzège, qui devient un camailleux de verre, avec, on voit bien là, la répartition entre les feuillus, les résineux, sachant que dans chaque tache de couleur, c'est un milieu différent dans lequel vont vivre une flore et une faune différentes. C'est l'époque à laquelle remontent les pigeons, les oiseaux migrateurs. Donc là, de nouveau, c'est la chance qu'on a d'être à une latitude moyenne, c'est qu'on voit passer à l'automne et au printemps des quantités, des milliers et des milliers d'oiseaux. Et puis des milliers et des milliers de fleurs qui viennent apporter un peu plus de gaieté au mois de fin avril, début mai. Ici, c'est la renoncule à feuilles d'acolyte. Donc prise non loin du Dérault, qui est un affluent de la Soudeyette, elle-même affluente de la Luzège. Donc dans ces renoncules, on cherchera la grenouille rousse, qui a déjà pondu à cette époque, au mois d'avril, la grenouille rousse, il y a longtemps qu'elle a pondu. D'ici 2-3 semaines, on va commencer à avoir des pontes. Les pontes de grenouilles, ça forme des sortes d'amas gélatineux, des sortes de petits tas gélatineux, avec des points noirs au milieu des grains de gélatine, alors que les crapauds, eux, font des pontes en collier de perles, en quelque sorte. Et on va trouver les pontes de crapauds dans les étangs, alors que les pontes de grenouilles, on va les trouver par terre dans la forêt. L'anémone sylvie, qui va former des tapis fleuris dans la vallée de la Luzège, par exemple autour du pont de la Violette. Et là, c'est vraiment une ambiance particulière, ces bords de cours d'eau au printemps, puisque outre ces floraisons blanches, on a aussi des espèces d'oiseaux associés au cours d'eau qui vont chanter et parader. Ici, c'est la bergeronnette des ruisseaux. Donc, comme son nom l'indique, c'est un oiseau qu'on va trouver dans les cours d'eau rapides, les cours d'eau à truite. Les pêcheurs à la truite trouvent souvent cet oiseau lors de leur partie de pêche. Puis ils croisent aussi beaucoup celui-là, qui a le même régime alimentaire que la truite. Lui, c'est le cincle plongeur. Donc un oiseau très étonnant qu'on trouve dans l'hémisphère nord. Il y a un cincle aussi qui vit au Canada. C'est pas le même, mais c'est un oiseau qui a le même comportement. Donc le cincle plongeur en France, c'est vraiment un oiseau de montagne, un oiseau des eaux pures, fraîches, oxygénées. Et là, on voit qu'il vient de faire une sacrée cueillette d'insectes aquatiques. Donc il les a pas gobés parce qu'il va aller les rapporter à sa nichée. Donc le cincle, lui, vit au milieu du torrent, il plonge dans l'eau, il descend au fond de l'eau, il marche sur le gravier au fond de l'eau, il passe son bec sous les cailloux et il va cueillir les insectes dans l'eau. Après il remonte, il flotte comme un petit bouchon, et il remonte sur un caillou comme ce qu'on voit là. Après il va voler, il va remonter la rivière et puis il va aller dans son nid, qui est une grosse boule de mousse, souvent sous un pont, derrière une cascade, et puis il va aller alimenter ses petits. Donc voilà, le petit, il est moins coloré, il est moins contrasté, il est gris, comme tous les jeunes, hein, les jeunes animaux, les jeunes oiseaux, pour se protéger, ils ont des livrées mimétiques, comme ça. Mais il a déjà le comportement de l'adulte, on voit qu'il est sur son rocher, au milieu de l'eau,
il n'est pas perdu, loin de là. Hop, il regarde, un petit coup, je regarde ce qu'il y a au fond, je m'initie, et puis allez, c'est le grand bond. Il part, il va nager, donc il sera bientôt prêt à prendre son envol et à se nourrir lui-même. Donc c'est très très résistant, hein, même au cœur de l'hiver, quand la rivière est à moitié gelée. Le cincle, il survit sans aucun problème dans les rivières du moment qu'il y a assez à manger. Alors, si on s'écarte un petit peu du ruisseau, comme la Luzège et ses affluents forment des vallées assez encaissées, ben, ce sont des endroits très favorables au développement de forêts feuillues qui sont assez peu exploitées parce que souvent assez peu accessibles. Et pour peu que ces forêts vieillissent un peu, eh bien, elles vont accueillir énormément d'espèces d'oiseaux, y compris le pic noir, qui est le plus gros des pics, et qui va creuser son nid dans ce genre de grands arbres. D'ailleurs, on aperçoit, peut-être que certains voient un nid de pic noir. Je vais vous le montrer. Ce petit trou noir là, c'est le nid du pic noir. Alors dans ces forêts feuillues, on a souvent plusieurs décennies d'accumulation de feuilles, de matière, de branches mortes, et ça a permis la formation d'une litière assez meuble, une litière forestière, c'est-à-dire un sol forestier assez meuble. Et donc on va souvent trouver des terriers de blaireaux. Donc le blaireau, maintenant il est assez commun, mais il n'a pas toujours été très commun. C'est un fouisseur, c'est vraiment l'animal forestier par excellence. Il mange énormément de champignons, beaucoup de vers, mollusques. Voilà. Et donc fin avril, on peut avoir la chance de voir les petits blaireaux sortir du terrier et commencer eux aussi, comme le cincle tout à l'heure, à découvrir la vie. Alors s'ils croisent une salamandre, ils n'hésiteront pas à la croquer. Donc la salamandre, elle aussi, c'est une espèce forestière qui va passer l'hiver. Elle va hiberner. La grue cendrée qu'on a vue tout à l'heure, elle hiverne, c'est-à-dire qu'elle vient passer l'hiver quelque part. La salamandre, elle, c'est comme l'ours, elle hiberne. Donc elle va hiberner en forêt, sous une souche, sous un caillou, et puis elle va ressortir au printemps. Alors là aussi, on a vu tout à l'heure le chat forestier, qu'on appelle aussi chat sylvestre. Et puis là, c'est le mulot sylvestre. C'est une espèce très abondante, un peu comme l'écureuil qui va se nourrir de fruits forestiers. Donc le mulot, lui, c'est la proie principale des chouettes. Les chouettes forestières, comme la chouette hulotte, se nourrissent principalement de mulots. Donc celui qu'on a vu qu'il était aux aguets. Et la chouette veille. La chouette hulotte, donc avec son plumage, elle va avoir deux types de plumage. On distingue les chouettes de teinte grise et les chouettes de teinte rousse. Donc ici, c'est une chouette hulotte de teinte grise, qui est la forme la plus courante. Donc, le mélange typique de petites parcelles pâturées par les vaches limousines, avec la proximité forestière et les haies arbustives. Donc ça, c'est un paysage vraiment classique, qui lui aussi attire une faune et une flore particulière. On a vu qu'il y avait une faune et une flore particulière au ruisseau, une faune et une flore particulière aux grandes forêts feuillues. Eh bien, le bocage, ce mélange de prés et de haies, comme le cerf et l'âve. Bon, ici, c'est une biche, la femelle du cerf. Elle va être attirée par l'herbe, et puis à l'automne par les pommes. Et puis beaucoup d'oiseaux aussi. Ici, c'est le tarier-pâtre. Alors, le tarier-pâtre, c'est un petit passereau insectivore qu'on met souvent en avant comme symbolisant la régression des effectifs d'oiseaux. Le tarier-pâtre, il a perdu moins 20%, moins 30% de ses effectifs en l'espace de 20 ans. Et on entend souvent aujourd'hui, grâce au suivi des ornithologues qui vont inventorier les oiseaux tous les ans aux mêmes endroits,
avec les oiseaux des milieux agricoles, ont diminué de 20, 30, jusqu'à 50% de leur population depuis une quinzaine d'années. Donc ça, c'est dû bien sûr à l'utilisation des insecticides et puis à la modification des paysages. D'une part, l'abandon, donc les milieux agricoles qui s'enfrichent, et d'autre part, inversement, l'intensification avec la disparition des haies et des prairies naturelles. Le tarier-pâtre, et puis un géant à côté du tarier-pâtre, le Milan royal. Donc il y a 2 rapaces royaux chez nous, enfin on va dire dans le Massif central. C'est l'aigle royal, donc qui est très rare, et puis il y a le Milan royal, qui est une espèce pourtant moins répandue à l'échelle mondiale que l'aigle royal, mais dans le Massif central, qui est plus commun que l'aigle royal. Donc le Milan royal, sur la vallée de la Luzège, il y a à peu près 5 couples. Et ça, c'est une photo qui a été prise à Darney, donc un adulte, on reconnaît parce qu'il est très contrasté, qui ramène sans doute de l'herbe pour son nid. Donc le Milan royal, encore une espèce qui s'alimente essentiellement à partir des campagnols. Donc le campagnol, c'est vraiment l'espèce phare, l'espèce clé de voûte qui nourrit énormément des petits prédateurs qu'on a dans la vallée de la Luzège. On a vu la buse, le chat forestier, le renard, le Milan royal. Et elle aussi, c'est une espèce qui est spécialisée dans la chasse aux campagnols, c'est l'hermine. Donc l'hermine, maintenant, si on avait la chance d'en voir une, sans doute qu'elle serait toute blanche. Donc le campagnol, c'est très désagréable dans le jardin, mais c'est vrai que ça nourrit pas mal de monde, pas mal d'animaux qu'on est souvent content de croiser au détour d'un chemin. Donc le campagnol, il a le même rôle que le gnou dans le Serengeti ou que le lemming dans la toundra. Le lemming, c'est une espèce de petit rongeur dont se nourrit la chouette Arfan, la chouette d'Harry Potter, la chouette toute blanche. Voilà, le renard, même chose. Lui, il va. Alors l'hermine, elle rentre dans les galeries de campagnols et elle va aller les déterrer en poursuivant les campagnols dans leurs galeries. C'est pour ça qu'elle a un corps fusiforme. Le renard, lui, il va mulotter, c'est-à-dire avec ses grandes oreilles, il va écouter sous terre. C'est pour ça que des fois, vous voyez les renards, on a l'impression qu'ils déraillent un petit peu, mais en fait, il écoute sous terre, il change d'angle, il passe d'une oreille à l'autre, de manière à bien localiser le campagnol sous terre. Il entend des petits bruits aigus, là, des piaillements. Et puis vous voyez, il tremble, et puis il bondit, et il retombe juste à l'aplomb du campagnol. Il fait écrouler la galerie, ça sonne un petit peu le campagnol, il gratte, et puis il saisit le campagnol, il le déterre. Donc en une journée, c'est impressionnant le nombre de campagnols qu'un renard peut consommer. Et puis là, la cousine, vous reconnaissez peut-être, un oiseau qu'on a déjà vu, ou presque, c'était pas tout à fait celle-là, mais c'était une pie-grièche qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, c'est la 2e espèce de pie-grièche qui niche dans le coin, c'est la pie-grièche écorcheur. Donc là, comme je vous disais, on voit qu'elle aime les endroits piquants, les endroits épineux, c'est vraiment un oiseau des ronciers, la pie-grièche écorcheur. Elle va y faire son nid dans le roncier, et puis quand elle aura capturé des sauterelles, des grillons, elle va venir les empaler pour stocker sa nourriture. Ce sera son frigo. Donc soit sur les ronces, soit sur les barbelés. Là, encore une pie-grièche qui a été photographiée au lieutré. Donc là, on est sur la partie des plateaux qui surplombent la vallée de la Luzège. Donc c'est des milliers d'hectares comme ça, de mosaïques, de paysages semi-agricoles, semi-forestiers. Donc des couples de pie-grièche écorcheur, il y en a des milliers entre les sources de la Luzège du côté de Mémac et Laval sur Luzège. C'est des centaines, voire peut-être des milliers de couples de ces oiseaux-là qu'on voit, pie-grièche. Et dans ces prés aussi, les prairies permanentes, un oiseau dont la livrée nous donne le nom, un oiseau grivelé, donc c'est une grive, de la taille d'un gros merle, la grive draine, un oiseau assez farouche, qui bondit au sol et qui explore, parfois en bande, les prairies permanentes, là où les troupeaux ont fait leur déjection. Elles vont fouiller dans les déjections pour ramasser les lombriques,
fouiller dans les touffes d'herbe pour débusquer des escargots. Ce sont des grands mangeurs de mollusques, les grilles. Donc ces prés aussi, on voit qu'ils ont un rôle pour les passereaux. C'est parce qu'ils jouent aussi, ils sont très attractifs pour les insectes. Donc ici, on a un petit bourdon. Et on voit que chaque groupe d'insectes a un prédateur qui lui est propre. Alors là, ça ressemble à une buse. Alors on peut se dire quoi, une buse qui mange des bourdons, c'est nouveau. Et en fait, si on regarde dans le détail, on regarde la queue de cet oiseau. Il y a 2 barres noires sur la queue, proche du corps, et une grosse barre terminale noire également, brune. Donc ça signe l'identité de cet oiseau, de ce rapace. C'est une bondrée apivore. Donc ça ressemble fortement à une buse, mais c'est pas une buse. La buse, on a vu qu'elle restait là l'hiver. La bondrée, elle va partir au mois de septembre, elle va partir en Afrique. Et puis elle va revenir en mai. Et tout le temps qu'elle va passer ici, entre mai et septembre, elle va se nourrir de bourdons. Donc elle va comme ça se percher, regarder à la surface des prairies comment volent les insectes. Elle va regarder les bourdons, les allées-venues, et puis quand elle va voir qu'un bourdon s'arrête, qu'il se pose, elle va s'approcher, elle va le surveiller, elle va voir qu'il y a d'autres bourdons qui font pareil, et alors elle va aller se poser là où les bourdons rentrent, elle va se mettre à gratter le sol, et elle va réussir comme ça à déterrer les nids de bourdons qui sont dans le sol. Et puis après, elle va manger le couvain, elle va manger les œufs, la bondrée. Puis elle va ramener comme ça des galettes de couvain assez petits sur un nid dans les arbres, dans le genre de forêt qu'on a vu tout à l'heure. Donc souvent, les villages sont associés à ce bocage, à ces prairies permanentes. Et dans le village, là aussi, on va trouver une faune spécifique, une faune qu'on va trouver que là, et qui par contre va aller s'alimenter dans les prés autour du village. Donc bien sûr, l'espèce emblématique de ces villages, l'espèce qui va se nourrir près du bétail dans les prés, c'est l'hirondelle rustique. Donc là, un beau mâle qui ramène des insectes à sa nichée. Dans les murets aussi qui bordent les hameaux, c'est toujours intéressant de jeter un petit coup de jumelle. Des fois on voit un rouge-queue à front blanc, comme celui-là, un oiseau très coloré. Donc ça ressemble à un rouge-gorge, c'est de la même famille, mais c'est un rouge-queue. Et puis qui se dort au soleil, la chevêche d'Athéna, ou chouette chevêche, une chouette qui incarnait la sagesse. Donc qui a toujours été tolérée à proximité des villages. Et, il y avait quelques couples, notamment sur la commune de Darney. Et ici, c'est le jeune. La chevêche, elle aime le vieux bâti, les vieilles granges dans lesquelles elle va aller trouver un recoin dans un mur pour pondre ses œufs. Et puis, soit dans un vieux bâtiment, soit dans un vieux pommier, aussi une espèce qui fréquente les abords des villages, c'est la huppe faciée. Donc celle-là, elle a été photographiée du côté de Maussac, dans un vieux pommier. Alors là, on s'éloigne un petit peu des villages, on se rapproche de la vallée, dans un milieu qui est bien moins hospitalier que le village ou les prairies permanentes, c'est les zones humides. Pourtant, si on veut voir beaucoup d'espèces, c'est là qu'il faut aller, dans les zones humides, et en particulier les zones humides qui bordent les étangs. Parce que les zones humides sont les milieux naturels qui sont les plus riches en insectes, alors que ce soit en demoiselles, en libellules, avec une 40aine d'espèces qui fréquentent les abords des étangs, par exemple du Lyotré. Et en oiseaux, bien sûr, puisqu'il y a toute une chaîne alimentaire qui se met en place, les insectes, qui vivent souvent sous forme d'œufs dans l'eau. Ces œufs vont nourrir les poissons, et les poissons vont être la proie des oiseaux piscivores et d'autres espèces piscivores. Donc ici, une des plus connues, le héron cendré. Voilà, l'affût, lui aussi, hein, il scrute. C'est un patient, le héron. Il est patient, il avance doucement, tout doucement,
Il scrute l'eau avec son œil fixe, et puis il choisit le bon moment et il harponne sa proie. Soit il la harponne, soit il la capture. Alors sa proie, ça peut être une grenouille, la grenouille verte. Pour peu qu'un étang soit suffisamment végétalisé, on assiste à des concertos de grenouilles vertes. Et puis cette diversité, elle va aussi être favorable, diversité en batracien, en poissons, en petits poissons, eh bien au martin pêcheur, qui est pas très commun, mais qui fréquente aussi bien la Luzège que les petits étangs autour de la vallée de la Luzège. Donc là aussi une espèce que les pêcheurs arrivent à croiser, mais plutôt dans les parties où le cours d'eau est assez large. Donc là une proie tout à fait adaptée à la taille du martin pêcheur, c'est le verreau, donc qui témoigne d'une bonne qualité de l'eau. On va aussi souvent voir survoler les étangs par cet oiseau, le cousin du milan royal qu'on avait vu tout à l'heure. Lui, c'est le milan noir, qui est bien plus commun. Et comme la bondrée apivore, le milan noir, lui, va partir en Afrique pendant l'hiver, alors que le milan royal, lui, il va rester ici. Et aussi, les étangs les plus riches, ils vont attirer la loutre. Donc pour que des loutres viennent sur un étang, il faut que l'étang soit grand et qu'il soit abondamment pourvu en poissons. Donc c'est une espèce qui peut être relativement bien présente sur un étang, mais ça va prouver que l'étang est riche en poissons. Sinon elle ne va pas s'attarder dans un endroit peu propice à sa recherche. Donc la loutre, après elle va explorer les cours d'eau, manger beaucoup d'écrevisses s'il y a des écrevisses, et puis elle va chercher des endroits assez tranquilles, sous la berge ou sous des tas de branches pour se reposer. Voilà le genre d'endroit qu'elle va explorer, et puis là si elle est bien, un petit rayon de soleil, elle se couche en boule et elle se fait dorer. Donc ça, sans doute le milieu le plus riche en espèces, le plus riche en insectes, c'est la saulée, les bois de saule. Alors ils n'ont pas bonne presse les saules parce que c'est pas du bon bois de chauffage, néanmoins c'est vraiment un réservoir à oiseaux, un réservoir à insectes. Ici la fauvette à tête noire qui atteint des densités très élevées. Donc la fauvette à tête noire, elle revient fin mars, elle a un chant un petit peu comme un petit merle. Voilà. Et puis à la sortie de ces zones humides, de ces saulées, l'eau est souvent très pure, parce qu'elle a été filtrée par les réseaux racinaires des sols, par la végétation abondante. Donc l'eau qui s'échappe des zones humides est souvent d'une très grande qualité. C'est ce qui fait que quand elle rejoint la Luzège, ça donne des eaux assez limpides. Et puis on voit qu'à son tour, la Luzège prodigue des émergences d'insectes tout à fait remarquables. Donc les insectes, eux aussi, sont la clé de voûte de tout un réseau alimentaire. C'est la base de la diversité des espèces qui nous entourent. C'est pour ça que l'utilisation des insecticides, comme on peut s'en douter, appauvrit le milieu dans son ensemble. Donc bien sûr, une des premières consommatrices, on est sous l'eau que déjà ces malheureux insectes se font gober tout rond par Madame la truite fario. Un petit peu plus haut sur les rochers, ce sont les redoutables libellules qui vont capter avec leurs pattes avant les insectes et puis les consommer directement en l'air. Encore un petit peu plus haut, les martinets qui vont nicher dans les bâtiments élevés les plus hauts des bourgs, des villages, et puis qui vont venir chasser au-dessus des zones humides, au-dessus de la vallée de la Luzège. Donc l'insecte, il a déjà eu 4 prédateurs, la truite, la libellule, le martinet. Donc c'est pour ça qu'il se reproduit aussi abondamment, c'est qu'il en survit assez peu à la fin. Bon là c'est un opportuniste qui vient profiter du fait que les martinets viennent chasser les insectes pour essayer de croquer un martinet. C'est sans doute le faucon le plus agile qu'on ait dans le secteur, le faucon hobereau. Un faucon qui se reconnaît à son plumage comme ça, strié de noir, très très agile. Il peut capturer donc des martinets en plein vol. Et puis même la nuit, ça ne suffit pas, il y a encore des prédateurs pour les insectes, tellement leur abondance suscite d'appétit. Donc la chauve-souris.
Donc ça y est, on s'éloigne du plateau de Millevaches, qu'on laisse au loin, on est passé sous le château de Ventadour, on approche de la dernière partie de la vallée de la Luzège. Donc la partie sans doute la plus sauvage, celle où le ruisseau, le petit ruisseau qu'on avait à l'Ontrade et puis qu'on vient d'apercevoir tout à l'heure avec les eaux un peu dorées, eh bien a creusé depuis des millions d'années de profondes gorges. Et en creusant ces gorges, elle a mis à nu le rocher. Et là aussi, ça va créer des milieux qui vont être recherchés par une faune et une flore particulières, ces rochers à nu. Donc avec une livrée là aussi mimétique, dans les rochers, ben c'est là qu'il faut aller si on veut essayer de voir cette famille de vertébrés tout à fait particulière, qui est celle des reptiles, qui est assez diversifiée, avec ici une vipère aspic qui vient d'être dérangée et qui regagne son abri sous une bruyère. Alors la vipère, elle fait peur à beaucoup de personnes. Bon, c'est sûr que ça peut être dangereux, mais elle va être assidûment recherchée par ce grand rapace, le plus grand rapace qui niche dans la région, ici, dans la vallée de la Luzège et en Limousin en général. C'est le circaète Jean Leblanc. Donc le circaète, lui, on l'appelle aussi l'aigle des serpents. C'est un grand rapace d'1,80 m d'envergure qui va systématiquement venir voler en station sur place au-dessus des zones rocheuses comme celles qu'on a aperçues à l'instant. Et avec ses gros yeux orange, il va s'immobiliser et fixer très longtemps le sol jusqu'à apercevoir une vipère. Puis il va descendre un peu comme un vol en parachute, par palier, jusqu'à s'approcher du serpent et à se laisser tomber dessus. Puis après, il va gober le serpent, le garder dans son jabot, s'envoler et puis parcourir des kilomètres pour rapporter le serpent à son petit sur le nid. Donc la vipère aspic, c'est un petit serpent pour le circaète, c'est assez peu nourrissant. Là, on a une couleuvre d'Esculape, un serpent beaucoup plus intéressant pour le circaète, parce que c'est un serpent qui peut dépasser le mètre de longueur. Donc la couleuvre d'Esculape, on va commencer à la trouver à l'aval du château de Ventadour et jusqu'à la confluence avec la Dordogne. Le meilleur secteur, c'est autour du viaduc, vers Laval-sur-Luzège. Là, il y a de très belles couleuvres d'Esculape, puis après dans toute la vallée de la Dordogne. Et c'est un serpent qui est assez peu connu. Donc voilà, on arrive dans le secteur du viaduc. Donc on voit une ambiance très sauvage. Un autre reptile assez imposant, le lézard vert. Et puis d'autres micro-habitats, des endroits assez discrets. Il faut vraiment s'aventurer dans les gorges pour trouver ce genre de petites cascades. Mais là aussi, c'est une ambiance qui va fortement contraster avec les affleurements rocheux secs et ensoleillés qu'on vient d'apercevoir. Et en l'espace de quelques dizaines de mètres, on peut parfois passer d'un caillou tout à fait sec et quasi désertique à une ambiance qui évoquerait des latitudes plus tropicales, avec une exubérance de fougères et de mousse. Donc toutes ces eaux venant finalement alimenter la Luzège qui maintenant se franchirait en quelques bonds de Carl Lewis. Excusez-moi, j'ai pas de référence plus récente en matière d'athlétisme. Bon, alors c'est là qu'on va aller dans le fond des gorges sauvages pour essayer de voir des cerfs de jour. Parce que les cerfs, on va les voir au crépuscule sur les plateaux, mais si on veut essayer de les observer de jour, avec de bonnes conditions lumineuses, ben c'est plutôt au fond des gorges qu'il faut aller. Puis des fois d'ailleurs, on peut avoir la chance de le voir traverser la rivière. Voilà, et au petit jour, le cerf qui va se mettre à bramer parce qu'il a repéré une biche sans doute en chaleur. Et petit à petit se rapprocher des lisières, des plateaux, où il va franchement sortir. On voit que la lumière est celle du soir, pour défier les concurrents à la fin du mois de septembre.
Donc le cerf, ben, lui, à la différence de pas mal d'espèces qu'on a vues, notamment des oiseaux, lui, la stratégie, c'est que le plus fort gagne. Donc on a vu les oiseaux, eux, ils essayaient de gagner un territoire, enfin de revendiquer un territoire par le chant, puis de s'accoupler avec une femelle. Le cerf, lui, il défie ses rivaux, et puis il se reproduit avec un maximum de biches. Donc dans la vallée de la Luzège, c'est là sans doute que vous allez pour faire quelques cueillettes miracles de champignons, les girolles bien sûr, et aussi un champignon un peu moins connu mais la trompette de la mort, qui est non moins fameux. Le cèpe, donc finalement avec la coupe massive des épicéas à laquelle on assiste depuis quelques années, le vrai refuge des champignons, c'est les boisements feuillus, et en particulier les boisements feuillus de pentes, des gorges. Et donc cette notion d'espace refuge, c'est un rôle vraiment important de cette vallée, parce que ce soit pour les champignons, mais aussi pour les oiseaux, les mammifères, c'est dans ce genre de gorge assez peu perturbé, dans lesquelles les forêts arrivent maintenant à un siècle sans avoir été quasiment exploitées, qu'on a des espèces qui se perpétuent depuis, voilà, et qui gardent de bonnes densités. Voilà, il posait spécialement pour une séance photo. Voilà, donc toute cette saison de l'automne, c'est la saison pendant laquelle les animaux vont reconstituer leurs réserves, donc soit qu'ils vont goulûment ingérer tous ces champignons, tous ces fruits, soit que comme le jet des chênes, ils vont les cueillir, puis constituer des réserves, les stocker dans un endroit où ils vont venir les piocher pendant tout l'hiver. Même stratégie de la part de l'écureuil, comme le jet, il constitue des réserves, mais il a du mal à ne pas taper dedans de temps en temps. Donc l'écureuil, lui, il va attirer la martre, malgré sa grande agilité, un peu comme le martinet tout à l'heure, qui est un remarquable voilier, un oiseau d'une vitesse extraordinaire. Eh bien, le martinet a un prédateur, le faucon obro. Eh bien, l'écureuil, c'est pareil, malgré sa grande agilité dans les branches, l'écureuil a un prédateur qui arrive à capturer l'écureuil dans les arbres, c'est la martre. Donc un carnivore très, très efficace, très agile, qui poursuit les écureuils et qui arrive à les doubler et à les capturer. Alors, une autre espèce qui figure au menu de la martre, c'est le loir, qui est beaucoup plus discret que l'écureuil, mais qui est de la même famille et qui lui aussi constitue des réserves. Alors lui, il va hiberner, par exemple, dans le creux d'un arbre, en étant bien isolé par le tronc, et il ressortira au printemps. Donc quand il ressort, c'est une espèce qui est assez bruyante, surtout à l'automne, et ben on voit, hein, la vie est dure dans les bois, toutes les petites espèces ont des prédateurs, l'espérance de vie est quand même assez faible avec un tel environnement. Et donc le loir, lui, ses prédateurs, ils vont encore une fois être nocturnes, ça va être les hiboux. Donc les hiboux, eux, on les reconnaît à leurs yeux perçants, leurs yeux orange. Les petites touffes de plumes qu'ils ont sur la tête, ce ne sont pas des oreilles, ce sont des aigrettes, c'est des toupées de plumes qui leur servent à communiquer. S'ils les rabattent, c'est qu'ils sont tranquilles. S'ils les dressent comme là, c'est qu'ils sont inquiets. Donc là, c'est le hibou moyen-duc. Il y a 3 types de hiboux, même 4, on pourrait dire, dans la vallée de la Luzège. Enfin, 2 qui sont connus de manière certaine. C'est le hibou moyen-duc, le plus commun. Il y a le hibou grand-duc, qui est très rare. Et puis, de manière tout à fait anecdotique, il pourrait y avoir le hibou des marais et le hibou petit-duc. Donc là, ce sont les petits du hibou moyen-duc. Voilà,
qui fréquentent les abords de la vallée, mais pas le cœur de la vallée. Donc là, on arrive, on se rapproche de la confluence, on est dans les endroits les plus sauvages et on va trouver le plus rapide des animaux qui vivent à la surface du globe. Donc le faucon pèlerin qui en piqué peut atteindre la vitesse de 300 km/h. Donc c'est un redoutable prédateur d'oiseaux en plein vol, d'où le fait qu'il ait été longtemps recherché par les fauconniers, ce qui a failli causer sa perte. Donc le faucon pèlerin, lui, il va monter à plusieurs centaines de mètres de haut, surveiller l'ensemble de son territoire, et puis quand il repère un geai ou un pigeon, il replie ses ailes et il le capture en plein vol à l'issue d'un piqué fulgurant. Donc là, c'est une femelle de faucon pèlerin. Donc la vallée de la Luzège abrite 4 à 5 couples de faucons pèlerins, ce qui est pas mal du tout, puisque en Limousin, il y a maintenant une centaine de couples, mais longtemps, la vallée de la Dordogne était le dernier endroit en Limousin où il restait des faucons pèlerins. La vallée de la Dordogne et quelques sites comme la vallée de la Luzège. Donc dans les années 80-90, il restait une quinzaine de couples de faucons pèlerins en Limousin, et il n'a jamais disparu de la vallée de la Luzège. Donc vous avez un couple à Darney d'ailleurs. Donc le faucon pèlerin fréquente les zones rocheuses où il est souvent en conflit avec le grand corbeau qu'on avait aperçu tout à l'heure et qui lui est aussi un recordman dans le sens où c'est le plus gros des passereaux et sans doute aussi l'un des oiseaux les plus intelligents. Donc, le grand corbeau, c'est assez difficile de le photographier parce qu'il arrive à compter le nombre de personnes qui vont se cacher dans un affût. Donc s'il ne ressort pas le même nombre de personnes que le nombre de personnes qui est rentré, il ne va pas venir se poser sur le petit appât qu'on met devant la cache. Voilà, et donc petit à petit, on s'est laissé glisser, feignant comme l'eau. On est arrivé à la confluence de la Dordogne, à Laval-sur-Luzège, là où les eaux qui descendaient du plateau de Millevaches finissent par rejoindre la Dordogne pour aller se jeter dans l'océan. Donc la vallée de la Luzège vient ici finir sa course, juste à côté d'une autre rivière qui s'appelle la Sombre.